Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Thomas Rousseau. Il est secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine et il a bravé les éléments et les bouchons pour être en direct ce matin avec nous. Il est donc venu de Rennes pour être au micro de la matinale de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon et merci de votre accueil. Alors première radio à Bretagne 5, vous voyez, ça va bien se passer. Nous allons parler de politique ce matin évidemment. Aujourd'hui LR, puisque vous êtes, je le disais en commençant, secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine, LR, comment se porte LR? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup de tangage ces temps derniers. Oui, alors moi déjà je suis élu, j'ai été nommé secrétaire départemental depuis cet été, donc voilà c'est une nouvelle mission pour moi, donc que j'occupe dans la fédération du 35 en Ille-et-Vilaine, et donc je suis ravi de participer à cette mission et je dirais à cet élan de reconstruction. Effectivement vous l'avez dit, les Républicains se portent mal pour l'instant. On a effectué donc 4,7% à la présidentielle, 2 fois moins de députés qu'il y avait en 2017, donc il y a une profonde remise en question à effectuer, une clarification, mais je suis plutôt positif en tout cas, et en tout cas je voulais porter un message d'espoir dans le cadre de cette présidentielle interne pour relancer et participer à la reconstruction de la droite. Alors, présidentielle interne qui met en liste Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié. Est-ce qu'il faut une personnalité forte pour LR, pour incarner le parti, ce qui lui manque après d'illustres présidents ? Oui, alors je pense qu'il faut effectivement une personnalité forte. Il faut surtout, je pense, des idées et une incarnation, mais aussi reconstruire un projet sur la base d'une vision précise pour rassembler les Français. Voilà, je pense que c'est ça qui manque. On a probablement eu, pour la présidentielle, je pense, un bon projet, des bons éléments programmatiques. Ma conviction, c'est qu'il nous a manqué une vision aussi. L'incarnation, la vision. Souvent, on dit la droite, c'est quand même la vision. LR, c'est quand même une certaine vision de la France, alors incarnée par d'illustres devanciers. On pense évidemment au général de Gaulle, ça nous ramène très loin. Et là, on a l'impression que LR se cherche dans un paysage politique quand même assez chahuté, assez chaotique. Oui, je pense que les Républicains ont eu du mal à se trouver, et ils se sont cherchés entre Macron, entre Le Pen. Je pense qu'on a réussi certaines élections intermédiaires à trouver ce chemin. On n'a pas réussi à le trouver pour la présidentielle, mais l'objectif c'est de redonner un élan pour retrouver et puis rassembler l'électorat qu'on a pu rassembler auparavant. Même déjà quand Fillon avait perdu, on avait réussi à faire 20%, et puis en 2007 aussi on avait rassemblé la droite autour d'une vision, d'un projet. Alors là aujourd'hui vous parliez de Rassemblement National, vous parlez de ces militants qui partent aussi, parce qu'on le voit, certains ont choisi d'autres voies. Est-ce qu'il va falloir là aussi avoir une nouvelle ligne de conduite, allais-je dire, ça complète un petit peu ce que vous disiez, une nouvelle ligne de conduite? Alors, il y a effectivement, vous avez raison, des militants qui partent, chacun fait ses choix. Voilà, ce que je voudrais noter aussi, c'est qu'on a aussi des militants qui reviennent. On est plus de 80 000 à avoir réadhéré, ou alors avec des nouveaux adhérents pour la participation à ce scrutin interne. Bon, il y en avait 120 000 pour le congrès l'année dernière, donc rester sur une base de 80 000, ça reste une des premières formations politiques en France. Donc ce que je trouve c'est plutôt positif. Voilà. Il y a aussi un regain des jeunes. On les reçoit très souvent au micro ici de la matinale pour la politique et qui s'engagent alors quelle que soit finalement la formation politique. Est-ce que c'est le cas aussi à LR? Est-ce que les jeunes reviennent à LR? Oui, les jeunes reviennent, et je parle aussi pour ma fédération. On est un petit millier d'adhérents et il y a à peu près 200 jeunes. Voilà, donc il y a des responsabilités à occuper pour les jeunes aussi, et on a des jeunes qui s'épanouissent aussi dans le parti pour défendre leurs idées, leurs convictions. C'est aussi possible de le faire, et je pense que sur la base des valeurs de LR, qui sont l'autorité, l'identité, la liberté, aussi la souveraineté, c'est une valeur qui nous est très chère. On peut aussi défendre nos convictions, et je pense qu'on doit le faire pour la France et pour l'idée de la France qu'on se fait. Alors, on a des personnalités qui ont quitté LR. La dernière en date, ça s'est passé hier soir, la presse s'en fait écho ce matin,
c'est le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui a quitté LR en disant qu'il ne voulait plus rester à LR parce qu'il sent que le parti se droitise. Alors, est-ce que le parti se droitise? Je ne pense pas. On nous a aussi accusé de se centriser. Moi, je pense qu'en fait, que ce soit la droite ou le centre, j'en reparle encore parce que j'y suis vraiment attaché. Pour moi, ce sont les valeurs et les convictions. Et c'est sur la base des quelques valeurs que je viens de citer qu'on doit se reconstruire et puis rassembler. Voilà, je regrette son départ, évidemment. Moi, je pense surtout aux gens qui reprennent leurs cartes et qui réadhèrent. Et c'est ça qui porte l'espérance, en tout cas, la volonté de reconstruire les choses. Alors, comment exister pour LR dans un paysage, je le disais à l'instant, chaotique, paysage politique chaotique, également dans une situation particulière, situation politique particulière. Comment exister, par exemple, à l'Assemblée nationale, où on voit depuis quelque temps quand même quelques chahuts autour des grands textes proposés par le gouvernement. On voit ces motions de censure, auxquelles d'ailleurs LR ne participe pas. Oui, alors en ce qui concerne la situation à l'Assemblée nationale, évidemment la situation a changé par rapport à 2017, perte de majorité absolue pour En Marche, maintenant Renaissance, 2 fois moins de députés, et donc effectivement les Républicains se cherchent, mais après je pense que au-delà de ça, on a à peu près 200 parlementaires avec le Sénat, et ce groupe avec lequel on doit absolument porter nos convictions, nos valeurs et notre projet. Je pense notamment à la situation sur l'immigration. Les Républicains doivent être force de proposition sur la sécurité, sur l'immigration, pour porter la voix des Français. On sait que majoritairement, c'est un sujet de préoccupation pour les Français, et le président ne les traite pas. Alors justement, ces sujets qui sont compliqués, complexes, l'immigration et la sécurité, souvent les partis politiques traditionnels prennent un petit peu du bout des doigts ces sujets-là. On voit par contre que le Rassemblement national les prend à bras-le-corps. Est-ce que c'est aussi une façon de se replacer sur l'échiquier politique pour les Républicains que de dire, voilà, nous, on s'approprie aussi ces questions de société? Alors je pense que ça a été un sujet pour les Républicains. En 2017, François Fillon en parlait déjà, et je pense que c'est notre responsabilité de défendre l'identité de notre pays et de construire une vraie politique, un vrai projet de société vis-à-vis de ces questions-là. Voilà. On voit aujourd'hui un paysage politique un peu éclaté. On voit une union de la gauche à l'Assemblée nationale, une majorité relative pour la majorité présidentielle, pour Renaissance, pas assez de députés finalement pour les Républicains pour pouvoir peser. Et pourtant, on parlait justement de ces motions de censure que vous n'avez pas votées aussi. On a entendu quelques voix chez les Républicains dans une posture pour calmer le jeu, on pourrait peut-être le dire comme ça, un petit peu de façon triviale. Oui, alors moi j'écoutais Bruno Retailleau notamment, qui expliquait que oui, effectivement, on a envie de porter une politique d'alternance, un vrai projet alternatif à la politique d'Emmanuel Macron, moi personnellement, avec les Républicains ne partagent pas, et je pense que tant qu'on n'a pas effectivement fait ce travail de clarification, de ligne, renouveler l'équipe, on n'est pas prêt à porter un gouvernement pour faire tomber pour appliquer cette motion de censure. Voilà. Et donc je pense que c'était une explication que je partage aussi, qui a été expliquée par Bruno Retailleau. Alors, je précise pour les auditeurs que vous soutenez de votre côté Bruno Retailleau pour ces élections. Selon vous, c'est lui le mieux placé pour pouvoir représenter les Républicains? Oui, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est sa personnalité et aussi son profil. Il a été député, sénateur, il était président de département, de région, il a vécu des présidentielles au cœur. Et donc, par rapport aux autres, c'est lui, je pense, qui a le profil le plus étoffé, le plus complet pour nous mener à cette reconstruction. Et après, en termes de projet, c'est celui qui a le projet le plus complet, le plus précis. Je retrouve aussi l'ambition et la hauteur de projet de Fillon. Et donc, quand vous disiez voilà, que le parti se droitise, je pense encore une fois que
non, il est au cœur du rassemblement de la droite, et ça, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Un projet pour la France, un illustre devancier, je citais tout à l'heure le général de Gaulle, mais c'est lui qui avait cette certaine idée de la France. Est-ce qu'elle en a besoin aujourd'hui, la France, pour exister dans l'Europe, dans une Europe frappée par la guerre? Est-ce qu'il est temps de revenir finalement aux fondamentaux, aux grandes valeurs de la France, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité? Oui, je pense qu'on doit revenir aussi, vous parliez de Gaulle, je pense qu'on doit revenir à ce qu'a été le gaullisme. En fait, c'est défendre notre identité, de défendre les Français et la France avant tout, et défendre nos intérêts, voilà, avec un projet ambitieux pour tous, pour aussi protéger les Français, les classes populaires, les classes moyennes, pour avoir une vraie vision de ce qu'est la dignité de l'homme. Et ça me semble important, surtout quand les Français sont peut-être en perte de repères. Il faut se réancrer dans notre histoire, dans nos traditions, pour aller de l'avant et puis porter un vrai projet d'espérance pour l'avenir. Voilà. Alors, le projet avec en point, j'allais dire, d'équilibre la tradition française, mais dans une société, dans un monde qui est bouleversé, qui avance énormément. Je faisais référence tout à l'heure à cette guerre aux portes de l'Europe. Le monde a changé finalement depuis De Gaulle. Comment un parti comme LR peut s'adapter, j'allais presque dire à l'ère du temps, pardonnez-moi, c'est un peu léger, mais à l'ère du temps. Alors je pense qu'au-delà de ça doit s'adapter, on doit aller plus loin, on doit vraiment porter des idées novatrices, percutantes. Avoir une vision finalement, comme le disait De Gaulle. Exactement, c'est ça, exactement, et être dans cette politique d'équilibre, je dirais, être en capacité de dire non, comme en 2003 face à la guerre en Irak aux Américains, mais être en capacité de tenir tête à la Russie, retrouver cette position d'équilibre qu'on a évidemment un petit peu perdue. Voilà. On voit la perte d'influence de la France aussi en Afrique. On voit ces turbulences qui sont plus que des turbulences, puisque les Maliens, en tout cas la junte en place au Mali, a décidé de mettre les Français dehors, en particulier les militaires de l'opération Barkhane. Là aussi, on y voit la main de Poutine, on y voit la main de la Russie et de Wagner, ces mercenaires de Wagner. Est-ce que la France doit raffermir ses positions aussi auprès de ses partenaires de l'autre côté de la Méditerranée? Oui, je pense aussi que la France doit se remettre en question dans sa vision diplomatique, dans sa vision du monde avant, ce qui permettra par la suite de se réancrer aussi dans sa vision du monde et de retrouver sa place. Voilà. Alors, place que la France essaie de maintenir dans le concert des nations, place aussi, par exemple, à la COP27, puisque ça se déroule en ce moment, pour parler d'environnement. C'est un grand sujet, on l'entendait ce matin dans le journal de Daniel Giacomella sur notre antenne. Les Français sont préoccupés par leur avenir, parce que voilà, on a eu un été terriblement chaud, de la sécheresse, on manque d'eau en Bretagne, même s'il pleut ce matin. Est-ce que là aussi, c'est un des grands enjeux, y compris pour un parti tel que les Républicains, qui est plutôt classé comme un parti qui n'est pas toujours fer de lance au niveau de l'environnement? Oui, alors effectivement, c'est une préoccupation. Je me permets aussi de rappeler que la création du ministère de l'Environnement, c'est Pompidou, et donc la droite a été le fer de lance de l'écologie et de la protection de l'environnement. Je pense que c'est important de le rappeler. Il faut relire la lettre de Pompidou à son ministre à propos des arbres le long des routes. Voilà, ça je le dis pour nos auditeurs. et je repense à notamment Bruno Retailleau, qui a écrit un livre sur l'écologie et sur notre politique énergétique, et qui, à mon avis, a été assez novateur, et en tout cas a vu les problématiques dans lesquelles nous étions en ce moment, et étant donné la crise énergétique. Voilà. Et je pense qu'on doit retrouver ce projet ambitieux, ce projet puissant sur l'écologie, qu'on doit le mettre au cœur de notre futur projet pour la reconstruction de la droite, mais qu'on doit avoir un projet d'écologie, je dirais, intégrale et surtout humaine, pas faire l'écologie contre les Français. Voilà, on voit aujourd'hui des actions pour le climat qui sont parfois violentes, parfois voilà, les gens qui arrêtent des voitures sur les routes ou qui se collent la main ou le visage sur des tableaux de peintres célèbres. On a une écologie très agressive. Aujourd'hui, on le voit aussi concernant les bassines, ces grandes réserves d'eau qui sont très contestées. Est-ce qu'il faut apaiser finalement tout cela? Bien sûr, et je pense que c'est pas ça l'écologie. Ce sont des revendications violentes.
qui sont le masque, je pense, d'un projet anticapitaliste et révolutionnaire. Il y a peut-être une peur aussi. Exactement, mais après, pour moi, l'écologie, c'est la protection de l'environnement avant tout, c'est la protection de l'homme, et c'est clairement pas détruire l'art et la culture qu'on doit aussi remettre au centre des choses. Voilà. Vous parliez d'énergie tout à l'heure, Thomas Rousseau. Aujourd'hui, on a un défi énergétique. L'électricité augmente terriblement, ce qui devient parfois pas tenable pour les ménages les plus modestes, ou en tout cas les plus précaires. On voit également les problèmes d'approvisionnement en gaz. Là, ça nous ramène encore à cette situation en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut remettre au centre du jeu cette souveraineté énergétique? Là encore, ça me ramène, pardonnez-moi, au général de Gaulle et le grand plan nucléaire. Aujourd'hui, on ressort le nucléaire des cartons, on dit voilà, y compris le président de la République, il faut investir dans le nucléaire. Alors évidemment, là, il y a une question d'environnement qui se pose aussi. Est-ce que c'est la seule solution aujourd'hui pour pouvoir garantir notre indépendance énergétique? Alors déjà, je reprends votre point sur le nucléaire. Ce que je voudrais préciser, c'est que Macron et son prédécesseur François Hollande ont détruit notre filière nucléaire et que effectivement assez tardivement Emmanuel Macron a changé d'avis. Cela dit, on a toujours dans notre loi de programmation énergétique la réduction de la baisse du mix énergétique nucléaire de 75 à 50%. Donc on est toujours dans une logique de baisse du nucléaire. Moi je suis très pro-nucléaire, je pense qu'il faut relancer absolument le nucléaire. On a encore une dizaine de réacteurs qui sont fermés. Emmanuel Macron a promis la construction de réacteurs. C'est encore insuffisant parce que ça se traduit encore par une baisse totale du nombre de réacteurs. Je pense qu'il faut absolument inverser cette tendance, reconstruire cette filière parce qu'elle est décarbonée et parce que vous en parliez, c'est l'élément de notre souveraineté énergétique. Voilà, pour produire localement et pour permettre aux Français de se chauffer sans utiliser des centrales au charbon ou d'importer du gaz voilà, de certains pays ou en tout cas de certaines politiques qu'on ne maîtrise pas. Il y a aussi des déplacements, on le voit avec le carburant qui est très cher aujourd'hui, même si la hausse a été un petit peu endiguée par les mesures du gouvernement. C'est un réel problème pour le pouvoir d'achat. J'allais presque dire que c'était un problème essentiel aussi pour les gens qui vivent à la campagne, qui sont tributaires de leurs véhicules. Alors on parle de véhicules tout électriques, mais ça coûte cher aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je pense que vous en parliez, quelles sont les alternatives au nucléaire? On a aussi d'autres alternatives. Je pense notamment à la rénovation énergétique, à d'autres sources d'énergie renouvelable. Je suis plutôt opposé personnellement à l'éolien, notamment au projet éolien de Saint-Brieuc. Je pense que ce n'est pas la bonne voie pour l'économie locale et aussi pour notre mix énergétique. Mais voilà, je partage aussi le fait que le tout électrique n'est pas une bonne solution pour aller travailler au quotidien. Voilà. Donc c'est une vraie politique industrielle qu'on doit remettre en cause et qu'on doit remaîtriser. On doit reprendre le destin de notre politique industrielle pour la sécurité des Français et au nom de notre puissance et puis de notre indépendance. Voilà. On a vu Emmanuel Macron demander la nationalisation d'EDF qui est en grande difficulté. Là aussi, on est dans un domaine très concurrentiel. Outre les problèmes d'approvisionnement et de production d'énergie électrique en particulier, est-ce qu'il faut réintroduire de l'État, par exemple, dans les grandes... j'ai posé la question à plusieurs interlocuteurs, dans les grandes entreprises, alors on pense évidemment à EDF, mais pourquoi pas Total ou d'autres? Alors, pourquoi pas, mais ça doit être ponctuel et stratégique. Et vous parlez d'EDF, et Emmanuel Macron a en partie aussi fragilisé, je disais, cette filière. Et donc, c'est important de justement redonner les clés à EDF, de piloter notre politique énergétique et surtout d'avoir les moyens d'aller de l'avant et de se reconstruire parce qu'elle est complètement fragilisée maintenant. Alors aujourd'hui, il y a de grandes inquiétudes aussi sur l'emploi. On voit en France qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. On voit aussi donc, difficultés de recrutement dans de nombreux domaines. On voit aussi, depuis le Covid en particulier, les Français qui ont une autre façon de travailler, qui ont découvert.
découvert le télétravail, qui ont découvert aussi peut-être l'envie d'aller vers d'autres voies. Est-ce que c'est un réel problème pour l'avenir, ce fait de ne pas pouvoir recruter pour certaines entreprises? Oui, bien sûr, c'est un vrai problème. Je le rencontre tous les jours dans mon métier et on doit investir dans la formation et réinciter au travail. Ça me semble essentiel aussi dans l'ADN d'un parti de droite, d'être le parti du travail pour justement permettre à chaque entreprise que je rencontre tous les jours, qui ont le carnet de commandes qui est plein, mais qui ne peuvent pas produire suffisamment, faute de main-d'œuvre à recruter. Voilà. Justement, est-ce que un parti, là aussi, qui s'appuie sur les traditions, comme les Républicains, prend en compte le fait que le travail, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on fait plus de longue carrière, on travaille, surtout la jeune génération, on crée son emploi, on crée des idées, des start-up, parfois même simplement des concepts. Est-ce que là aussi, il faudra adapter justement la politique à ce travail, enfin à cette conception nouvelle du travail? Oui, bien sûr, on doit aussi s'adapter à cela, mais on doit mettre au cœur le dynamisme économique au centre de notre futur projet. Il l'a déjà été, on doit aller plus loin, je pense, pour l'entrepreneuriat et surtout pour l'industrie locale. Ça doit être aussi un des éléments de reconstruction de notre souveraineté. Alors on parlait tout à l'heure de l'immigration, qui est un problème très épineux à gérer finalement. On voit beaucoup de jeunes gens qui arrivent de pays qui sont en guerre, qui se forment ici en France et qui viennent finalement travailler dans les entreprises, là où la main-d'œuvre française fait défaut. Est-ce que c'est finalement une bonne idée d'accueillir ces jeunes gens, très souvent, qui vont enrichir finalement le côté emploi de la France? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il faut être prudent sur l'immigration? Oui, alors je pense qu'il faut évidemment être prudent pour l'équilibre justement de notre nation, de notre identité et aussi des Français. Je me permets de repréciser les choses. Depuis 100 ans, on a eu 3 vagues migratoires. La première pendant l'entre-deux-guerres, après pendant les Trente Glorieuses, et depuis une vingtaine d'années, on connaît une vague migratoire qui est incontrôlée, qui ne s'explique pas par notre dynamisme économique ou le dynamisme de notre industrie. Voilà. Et c'est pourquoi moi je suis pour l'arrêt de l'immigration illégale et le contrôle strict de l'immigration légale. Et vous parliez justement des difficultés de recrutement des entreprises. Je pense qu'il faut avant tout remettre au travail les 3 millions de chômeurs qu'on a en France. Sur la sécurité, alors là aussi, problème très épineux, on ne le traitera pas en 3 minutes, il nous reste à peu près 3 minutes, mais c'est un problème épineux. Là aussi, je le disais en commençant, souvent en dehors de Rassemblement National, les partis traditionnels ont toujours une difficulté avec la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, sans parler de sentiment d'insécurité ou d'une France qui serait à feu et à sang, est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir de véritables lois sur la sécurité, sur la justice, sur la police? Oui, bien sûr, il faut rétablir l'ordre. L'autorité est une valeur cardinale de la droite et elle fait partie de notre ADN, elle a fait partie de nos différents projets. En 2022, c'était un des éléments cardinaux et je pense qu'on doit aller plus loin pour rétablir l'ordre. On a tous les jours des exemples de viols ou d'homicides. Depuis 10 ans, le nombre de viols a augmenté de 300%. Et donc, la sécurité des Français n'est pas négociable, elle doit continuer à être au centre de nos préoccupations, mais on doit aller plus loin aussi en matière de sécurité, voilà, notamment de futurs projets. Voilà, alors justement, j'allais conclure là-dessus. Aujourd'hui, on a le sentiment que dès qu'on parle de sécurité, c'est un sujet très clivant. Là encore, et je terminerai là-dessus, sur une séquence politique très chahutée, très compliquée. Aujourd'hui, on a des dogmes très différents à droite ou à gauche. Est-ce qu'il y a moyen de parler en fait entre les différents partis politiques pour essayer d'avoir une vision commune? Ou est-ce que pour vous c'est quelque chose d'impossible? Non, je pense que faire de la politique aussi c'est l'art du débat, c'est l'art de l'échange, du dialogue. Je regrette aussi que je pense que c'est l'élection de Macron qui a en partie électrisé, qui a vraiment tendu le débat à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que on sent que le pays est bloqué et fracturé et a besoin de se retrouver autour de ce projet, de cette vision commune que j'abordais au début de notre entretien. Voilà.
Vision commune, vision d'apaisement aussi finalement. Oui, une vision d'apaisement, évidemment, une vision d'apaisement. On va presque se quitter. Je voulais juste vous poser la question. Aujourd'hui, en Bretagne, on voit une grande percée du Rassemblement national. On voit aussi une grande stabilité de la gauche. Là aussi, comment exister en Bretagne, en terre bretonne pour LR? Oui, alors je me permettrai de rappeler aussi que pour les élections régionales, donc ils sont la Bretagne, la liste de droite et du centre est arrivée deuxième avec 22%. Et donc il y a évidemment une place pour la droite. Aussi dans nos territoires, on a encore des élus locaux, des parlementaires qui font un travail, qui sont ancrés localement. Je pense notamment à Marc Le Fur dans les Côtes d'Armor. Et on a prouvé notre capacité à gagner des défis, à gagner des défis électoraux, des batailles d'idées, et on doit continuer à le faire. Et c'est là-dessus que nous allons conclure. Thomas Rousseau, je rappelle que vous êtes secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine et vous êtes venu ce matin en direct au micro de la matinale. Je vous en remercie, c'était votre première radio. Vous voyez, ça s'est parfaitement bien passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très belle journée. Merci à vous aussi. Bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.